Bonjour Basumati Batrinat, je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui. Vous avez contribué à l'écriture de plusieurs articles pour la Nouvelle Revue de l'Inde et aujourd'hui c'est l'occasion de pouvoir mettre un visage sur ces écrits. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Bonjour Mélanie, c'est le plaisir le mien d'être ici avec vous aujourd'hui, donc merci de m'avoir invité. Je vis donc à Bombay, en Inde. Je suis tamoule, je suis originaire de l'Inde du Sud, mais je suis née à Bombay, comme ma mère l'était, et donc je vis ici depuis toujours. J'adore cette ville. Mais en même temps, je suis très liée à mes racines du Sud et je suis aussi citoyenne du monde, pour ainsi le dire. Donc, concernant ce que je fais dans la vie, je suis très liée à deux domaines distincts, mais associés l'un à l'autre. Je suis d'abord chanteuse de la musique traditionnelle de l'Inde du Sud, qu'on appelle la musique carnatique. Ma mère, elle était chanteuse, et donc j'ai grandi dans ce milieu. Et voilà, je donne des concerts, je collabore avec des artistes, je présente des projets, des spectacles de chant. Et je suis aussi dans le monde académique. Je suis enseignante, chercheur, et je dirige actuellement le département de français à l'université de Mumbai. Voilà, en bref, ce que je fais. En dehors de ça, j'adore écrire, traduire. Voilà, ce sont les domaines qui m'intéressent. Merci, effectivement, vous avez plusieurs casquettes, hein, la musique, la recherche, l'écriture. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire autant de choses? Je n'aurais pas tort de dire que quelque part c'est biologique. Ma mère, elle était chanteuse. Mon père, il apprenait la musique. Le vina, en fait, c'est un instrument traditionnel. Mes deux parents étaient très investis dans la musique, très passionnés par les arts, la culture, la lecture. Et presque tous les week-ends, on était dans une salle de spectacle, on assistait à un concert de musique ou de danse. Il y avait des musiciens qui étaient souvent de passage chez moi. Donc, et ma mère, elle chantait tout le temps. C'était une très belle chanteuse. Donc, voilà, j'ai grandi dans ce milieu. Donc, la musique fait partie de moi. Il n'y a aucune question de me séparer de la musique. Ça a été toujours avec moi. Et c'était presque normal que je sois musicienne, chanteuse. Je chante depuis un très jeune âge. Voilà. Et ma mère, elle était enseignante aussi. Elle était institutrice d'école qu'elle faisait pendant plusieurs années. Et je me souviens, quand j'étais petite, et je sortais avec ma maman, et il y avait ces étudiants, ces anciens étudiants qui l'interpellaient dans la rue et qui lui parlaient et tout ça. La plupart du temps, elle ne les reconnaissait pas parce qu'elle les avait vus tout petits et ils étaient grandis, mais ils n'avaient pas oublié leur institutrice et ils étaient très attachés à ma mère. J'ai l'impression qu'elle était une très bonne institutrice. Puis elle me racontait ce qu'elle faisait avec les enfants à l'école, ses activités de créativité, sa façon d'enseigner. Elle était très passionnée et moi j'étais très passionnée par l'enseignement, moi aussi. Voilà. Donc je n'ai jamais réfléchi et ça m'est venu un peu naturellement ces vocations que je poursuis dans la vie. On entend que votre maman a participé beaucoup à votre identité de femme aujourd'hui. Elle vous a beaucoup transmis ces passions, cette passion et ses passions finalement pour la musique, pour le chant. Absolument. La contribution de mes deux parents, mon père et ma mère, c'est vraiment très, très large dans cette identité que j'ai aujourd'hui, dans tout ce que je fais dans ma vie, dans ma carrière. Mes parents, ils m'ont jamais
restreinte. J'étais jamais freinée, j'étais encouragée à faire tout ce que j'ai voulu faire. Ils m'ont fourni toutes les opportunités égales que mon frère il avait. Et donc, je pense que j'étais élevée dans un milieu très égalitaire, très démocratique et où j'avais accès au meilleur des choses. Donc, je ne pourrais pas me plaindre même pour un petit instant. Et j'ai eu de la chance parce qu'il y avait les arts, le raffinement, la culture, l'ouverture vers le monde, la lecture. Mon père m'achetait un livre par semaine pour lire et c'est comme ça que je suis amoureuse des livres. On a une collection à la maison, une bibliothèque, et on est tellement intéressé par tout cela. Et si je fais ce que je fais aujourd'hui, ça n'aurait pas été sans ce milieu, cette ambiance que mes parents ils m'ont proposé. Mon grand-père, c'était un savant, donc il avait des centaines de livres en sanskrit, en tamoul, en anglais, et tout ça sur la philosophie, sur la religion. Donc, voilà. Donc, tout cela, ça a contribué franchement à la transaction de tout ce que je fais et qui contribue à la personne que je suis et l'identité que je porte. Est-ce que vous pourriez me dire la place que prend le chant, la musique dans la société indienne aujourd'hui? Quelle place ça a, s'il vous plaît? Je pense que, quelle que soit la société sur cette planète, la musique occupe une place très, très importante. La musique est présente dans les mariages, dans les deuils, sous forme de musique très raffinée, comme les musiques traditionnelles qu'on appelle les musiques classiques en Inde, où on a besoin d'entraînement, on a besoin d'écouter, on a besoin de déchiffrer et tout cela. Mais partout, si vous voulez, montrez-moi une culture où la musique est absente. C'est vraiment le langage qui unit le peuple, l'être humain. Et en Inde, la musique est très présente, c'est présent dans la vie de tous les jours. Avant, quand les gens travaillaient dans la maison, les femmes, quand elles travaillaient dans la cuisine, parce qu'auparavant, c'était la seule activité que majoritairement qu'elles faisaient. Donc, il y avait des petites chansons pour toutes les activités quotidiennes. Les gens, même aujourd'hui, quand ils travaillent dans les champs, ils chantent pour se divertir, pour leur remonter le moral. Donc, la musique dans les films indiens de Bollywood est très, très présente. Ça a évolué au cours des années, mais la musique est très présente. Et en ce qui concerne la musique que je pratique, la musique traditionnelle, classique, que ce soit la musique du nord de l'Inde, la musique hindustanie ou la musique du sud, que je pratique moi, la musique carnatique, ça aussi, ça continue à fleurir, à s'épanouir différemment. Les gens lamentent sur plusieurs plans en disant qu'on attire moins de monde dans les salles de spectacle, etc. Donc, il y a des éléments de vérité, mais en même temps, c'est à cause des changements socioculturels dans la société, avec les modes de vie qui ont changé, les distances qui ont grandi, le manque de temps, etc. Mais ce n'est pas pour autant que la passion pour la musique s'est estompée. Donc la musique occupe une place importante et si vous regardez de près, même aujourd'hui, surtout dans les familles de l'Inde du Sud, qu'ils habitent dans l'Inde du Sud, qu'ils habitent ailleurs, aux États-Unis, au Canada, en France ou à Mumbai, presque toutes les familles veulent que leurs enfants apprennent un peu de musique, un peu de danse. Donc, par exemple, au 3e étage, là, chez mes voisins, le petit qui a 10-12 ans, il a un entraînement de la musique carnatique, même pendant le confinement, à distance, virtuellement, mais ça continue. L'idée, c'est d'acquérir ce patrimoine, cet héritage qu'on a, d'avoir une certaine connaissance. Donc, pour répondre directement à votre question, la place de la musique est bien forte. Elle existe et elle continuera à exister, non seulement en Inde, mais partout. Merci pour cette réponse.
Ce que vous disiez là, sur l'enfant, le jeune enfant qui habite près de chez vous, votre voisin, ça me fait associer sur le fait qu'effectivement, dans les cultures du monde indien, il y a quelque chose qui est assez commun, c'est le fait d'avoir plusieurs activités en dehors même de l'école. On a plusieurs hobbies quelque part dès le plus jeune âge. On fait du chant, de la musique, du sport. Et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas forcément, je trouve, dans d'autres cultures. Comment est-ce que vous comprenez ça? Je pense que selon les cultures, la nature des activités est différente. Par exemple, en Europe, il y a beaucoup de sports. J'ai des amis dont les enfants font des sports. La musique, ça dépend des intérêts des parents, etc., pour apprendre la musique. Mais c'est vrai que l'enfant indien moyen, euh, euh, les parents qui ont les moyens, ils veulent absolument que l'enfant acquiert des connaissances, acquiert des compétences en dehors de seule la scolarisation à l'intérieur de l'école. Donc les enfants, ils ont certainement des choses à faire à l'extérieur de l'école. Ça dépend parce que les enfants aussi subissent beaucoup de pression, ils ont des cours de soutien, ils ont des écoles à l'extérieur de l'école, donc ils passent autant d'heures dans les cours de soutien qu'à l'intérieur de l'école, donc c'est un peu dommage. Donc quand j'étais petite, la situation était un peu différente. C'est pour ça que j'ai trouvé tout ce temps pour faire tout ce que j'ai voulu faire. Vous savez que je suis danseuse aussi. Donc ma mère, elle voulait apprendre la danse, le Bharatanatyam. Elle était fascinée. Mais à l'époque, c'était pas possible parce c'était très stigmatisé. Les filles provenant de bonnes familles n'avaient pas accès à cet apprentissage qui avait des tabous associés à cette à cet art, mais elle voulait absolument que j'apprenne. C'est comme ça que j'allais au cours de danse, je donnais des spectacles. Aujourd'hui, je me concentre plus sur la musique, mais je suis très liée à la danse. Ça fait partie d'un tout. Donc, vous avez raison, les enfants, oui, les parents, ils veillent à ce qu'ils apprennent d'autres choses que seules les études. Ce serait bien d'intégrer tout cela dans l'école même. Mais en même temps, c'est bien de changer aussi d'espace physique, d'aller rencontrer d'autres personnes, de rejoindre d'autres communautés que celle la communauté de l'école et les amis habituels quotidiens. Donc, il y a tout un processus de socialisation qui vient avec ces activités hors de l'école. D'accord, d'accord. Alors là, vous venez aussi de nous dire que vous avez une autre casquette qui est celle de danseuse. Une casquette en plus. Oui, c'est grâce à ma maman. Je me souviens quand j'avais 5-6 ans, j'étais initiée à cet art. Au début, je ne voulais pas. Je me souviens bien le premier jour où elle m'avait offert des cadeaux comme pot de vin pour que j'aille au cours de danse. Et j'ai eu la plus grande chance d'être formée par les meilleurs, les plus grands maîtres dans la musique. C'était avec ma mère et tout l'héritage qu'elle avait depuis 100 mètres. Et après, ensuite, j'étais formée par une autre très bonne prof de musique très réputée. C'est la même chose pour la danse aussi. Donc, oui, j'avais une vie bien remplie. Ouais. C'était les années formatrices qui étaient très importantes aux yeux de mes parents. Donc, ma mère, elle me disait toujours, c'est le moment pour les apprentissages, parce qu'après, tu ne trouveras pas tout ce temps et ce ne sera jamais la même chose. C'est maintenant qu'il faut apprendre. Donc, concentre-toi sur tout ce que tu apprends. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à donner des spectacles assez tôt, et dans la musique, et dans la danse. Ma mère, elle chantait pour mes spectacles de danse et pour mes concerts de musique. Elle jouait du tambura, qui est notre son tonique. Donc, elle était toujours derrière moi pour me soutenir, pour m'encourager, etc. Donc, voilà, c'est grâce à tout ce soutien, cet encouragement et cette formation que j'ai eu la chance de recevoir, que j'ai pu vraiment me développer dans ces domaines.
Vous évoquez cette question d'héritage familial, d'héritage culturel. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous de transmettre aussi? Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez transmettre à vos descendants ou même à d'autres personnes qui ne connaissent pas la culture indienne? Est-ce que c'est important? Très important, très très important. Tout héritage devrait être transmis pour pas que ce soit perdu, pour pas que ce soit oublié, pour pas que ce soit périmé et enseveli quelque part. Donc, il est très important de garder vivant le patrimoine qu'on a. Donc, oui, nous avons une fille et ma fille, elle chante très bien. Elle donnait des spectacles elle aussi, elle a une très belle voix et elle a cette connaissance de la musique et elle apprenait la danse aussi, mais elle est étudiante, elle est thésarde, donc sa priorité c'est ses études et elle ne trouve pas le temps de faire la musique, mais c'est pas ça, la question n'est pas de choisir la musique, la danse comme vocation. Il est important que vous puissiez transmettre ça, comme vous l'avez dit, aux futures générations pour qu'il existe cette connaissance. Parce que l'art, ça raffine. Si vous savez analyser une peinture, ça apporte un plus à vous. Si vous savez assister à un concert de musique classique, traditionnelle, et vous pouvez comprendre, vous pouvez apprécier, c'est déjà pas mal. Parce que ça vous donne une dimension esthétique à votre vie qui va tout toucher, qui va vraiment transformer, rendre une certaine qualité à tout ce que vous faites. Ouais. Et puis, en dehors de la famille, oui, j'anime des ateliers. Quand je voyage, je donne des spectacles à l'étranger, dans les différents festivals où j'ai eu le bonheur de représenter mon pays, en Inde, les festivals de musique. Quand je collabore avec les autres artistes, les jazzistes ou avec une chanteuse de Mugam, qui est la musique traditionnelle de la région caucasienne, donc les Mugam d'Azerbaïdjan. Je travaille toujours avec une chanteuse là-bas. Donc, quand on fait des spectacles comme ça, il m'appartient à fournir des explications pour que le spectateur, l'auditeur puisse se rapprocher parce que l'art traditionnel est complexe. Par exemple, la musique carnatique est une musique de complexité, tant sur le plan de sa grammaire, de sa présentation, de son rythme. Il y a plein de complexité dedans. On n'a pas besoin de transmettre toute cette complexité, mais quand même, c'est le devoir de l'artiste de pouvoir un peu démystifier. Donc, j'anime des ateliers, j'anime des stages. Quand je voyage, j'explique. Je pense que la personne qui écoute arrive à mieux comprendre cette culture, parce que c'est tellement lié à la culture. Ce n'est pas séparé, c'est indissociable. La culture, la musique, la danse, tout ça, ça fait partie d'un tout. Donc voilà, la transmission se fait à plusieurs niveaux et c'est très important pour cet héritage, pour tout héritage d'ailleurs. D'accord, merci. J'allais vous demander effectivement quelle était la particularité de la musique carnatique. Vous avez commencé à y répondre, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? En quoi la musique carnatique se distingue des autres types de musique? La musique carnatique, elle est très très particulière. C'est déjà la musique indienne est harmonieuse. Vous avez les deux systèmes harmoniques mélodiques. La musique occidentale se distingue de la musique indienne et la musique de l'Inde du Nord, qui s'appelle la musique hindustanie, aussi est assez différente par rapport à l'Inde du Sud. La musique carnatique, la base est la même, mais la grammaire aussi, d'une certaine façon, les bases sont les mêmes, mais dans la manière de présenter. Et la musique indienne a ses microtons, ses quarts de ton, qui la distinguent de toute autre forme de musique. Et puis, c'est très riche.
on a ces nuances qu'on appelle les gamakas, ce sont les notes qui sont ornées, enrichies, décorées dans la présentation. Puis, comme je vous ai dit, le système rythmique de la musique carnatique est extrêmement complexe, avec une variété de 35 structures rythmiques et des complexités à l'intérieur de tout cela. Et puis, nous avons un répertoire extrêmement riche de compositions, de morceaux de musique. Donc, on a cette base très solide de compositions qui nourrissent cette musique et composée depuis très longtemps. On a évidemment des compositeurs contemporains, mais nous avons les grands compositeurs du 18e qu'on appelle la Trinité, Tyagaraja, Dikshita, Sharma Shastri dans la musique carnatique, et leurs prédécesseurs aussi. Et puis, même la poésie très ancienne est mise en musique, etc. Donc, c'est un lien entre le présent et le passé de cette manière magique. Et je ne devrais pas oublier la part de l'improvisation dans la musique carnatique, dans la musique indienne, dans la musique carnatique. Il y a une bonne partie qui est improvisée dans la présentation des ragas, les mélodies qu'on a, dans la présentation, l'interprétation des compositions et les parties improvisées qui suivent à l'intérieur de cela. Donc, il y a une grosse partie accordée à l'improvisation. Ça ne s'apprend pas, ça s'acquiert avec un bain, une immersion dans cet apprentissage pendant de très longues années. Voilà. Et l'écoute. Il faudrait écouter. Donc, quand on apprend la musique, on était toujours, quand j'étais petite, on allait au spectacle. Pourquoi? Parce que l'art de présenter un concert, c'est pas uniquement un entraînement technique, c'est un tout. Comment maîtriser la scène, comment maîtriser cet espace, comment jouer avec les musiciens, comment improviser, comment être vigilant, etc. Donc, il y a plein de choses. Et en écoutant aussi, on développe cette connaissance très fine. Vous savez, en tamoul, il y a un mot qui s'appelle jnanam. C'est un mot très polysémique pour moi, parce que c'est très difficile de le traduire. Ça veut dire la connaissance, savoir quelque chose. Mais ça, c'est très littéral. En fait, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est quelque chose qui fait partie de vous. C'est inné. Donc, il y a une partie que vous pouvez apprendre, mais il y a aussi cette partie qui est innée. Il y a certaines choses qui existent en vous, dans vos gènes, et une autre partie que vous pourriez acquérir et qui vient avec l'écoute dans les arts, dans la musique, dans la danse, qui vient avec l'observation et l'écoute. Plus on écoute, plus on est imprégné par cela, plus on comprend les complexités d'un raga, ses aléas, son va-et-vient et son chemin court. Je vous ai fourni une explication très longue. Non, mais c'est très bien parce que ça permet de mieux nous représenter effectivement la musique carnatique. Et j'écoute ce que vous dites avec vraiment beaucoup de passion. Parce qu'en fait, j'ai fait du violon quand j'étais plus jeune, du violon traditionnel avec une professeure tamoule. Et on était accompagnés de personnes qui chantaient, effectivement, qui nous accompagnaient au chant pendant qu'on jouait du violon, justement. Et j'avais le souvenir, quand j'étais petite, que c'était vraiment très lié, ce chant, ce concert, ces concerts qu'on faisait, très liés au sacré. Est-ce que vous, c'est aussi le cas dans vos concerts, au sacré, au religieux, vraiment quelque chose de très fort au niveau religieux, oui, effectivement. Tout à fait, vous avez entièrement raison, je suis d'accord avec vous. La musique carnatique, c'est très lié au sacré, ça fait partie de la musique sacrée. Tant sur le plan des compositions et les paroles que nous on utilise sont sur le plan de la construction, la structure même de cette musique. Si vous l'écoutez, il y a cette partie méditative qui fait appel à votre âme, qui parle à quelque chose qui est de l'intérieur. Et là, c'est très, très spirituel. Donc, on ne peut pas
apprendre ou chanter juste comme ça sans que ça vous touche. C'est pas une activité aussi frivole. Donc, c'est quelque chose qui est lié à l'âme, c'est spirituel. Et puis, vis-à-vis des paroles, des compositions, les morceaux qu'on utilise, oui, les morceaux parlent, évoquent, rendent hommage aux différentes divinités, sont basés sur les différents dieux, des déesses, mais ça n'arrête pas là, parce que à l'intérieur, il y a toute une philosophie qui se dévoile. Il y a toute la créativité des compositeurs, des Vagyakara, comme on les appelle. Les Vagyakara sont ceux qui écrivent la chanson et qui donnent la musique aux paroles aussi. Donc, c'est une activité parallèle. Donc, ce sont des génies qui l'ont créé, qui ont contribué, comme la Trinité que je viens d'évoquer tout à l'heure, Tyagaraja, le plus grand compositeur de la musique carnatique. Les paroles sont très simples, mais c'est tout un voyage dans un monde différent. Sa divinité préférée, c'était Rama, donc il a composé des centaines de compositions sur cette divinité préférée. Ce sont des paroles de dévotion, d'amour, c'est un dialogue avec le Dieu. Par moments, le compositeur est en colère, par moments, il est contrarié, par d'autres moments, il est très triste. Et à l'intérieur de ces chansons, il y a toute une philosophie de vie qui se dévoile, qui est visible. Donc, il n'y a pas que Tyagaraja, il y a Muthuswami Dikshidhar dans les compositions, dans leur structure et dans leur... le fondement, ils sont différents par rapport à Tyagaraja. Il y a énormément de connaissances aussi derrière. Il a composé sur les différentes planètes, ses compositions, les compositions qu'on appelle Navagraha Kritis, sur les constellations et tout ça. Donc, tout est lié, vous voyez, à la philosophie de vie en Inde. Donc, il y a de la religion, il y a de la spiritualité, il y a de l'astronomie, il y a des cérémonies, il y a des rituels. Et à la fin, il y a quelque chose de très simple, très spontané, qui vous parle à vous, si vous prenez le temps de faire cette quête, cette recherche. Ça fait appel à quelque chose de votre âme, quelque chose de très intime. Donc, c'est extrêmement lié, oui, à la musique sacrée, oui. Parce que la musique fait partie des cérémonies religieuses, ça fait partie des rituels, on chante. Même aujourd'hui, si vous allez dans les temples, le Nadaswaram fait partie des offices. Le Nadaswaram est l'instrument très ancien, très traditionnel, accompagné de l'instrument en percussion, le tabul. Donc, dans tous les temples de l'Inde du Sud, même à Bombay où j'habite, un joueur de Nadaswaram est associé au temple. On ne peut pas dissocier la divinité de la musique. La musique est venue des dieux. La danse est venue des dieux. Donc, cet élément de sacré est intimement lié aux sources même, à l'origine même de la musique, la danse et les arts traditionnels. D'accord. Est-ce que faire de la musique, quelque part, c'est rendre hommage aux dieux? Oui, ça dépend de la perspective que vous avez, perspective de la personne, l'optique dont vous voyez les choses. Déjà, les paroles, la plupart des paroles rendent hommage à Dieu. Donc, Tyagaraja lui-même, il composait, il chantait, il faisait des tours des temples dans sa ville, il chantait, il était perdu dans la dévotion de son chant. Donc, vous avez dans le mouvement Bhakti, en fait, au cours des siècles, ce mouvement de la dévotion à travers les offrandes lyriques,
a atteint son apogée vers le 12e, 13e siècle. Donc, dans le Maharashtra, nous avons les saints du Bhakti, ils ont créé des abhangs, leur poésie, les abhangs. Donc, c'était une manière d'offrir à Dieu, à travers la musique, à travers la poésie, à travers les paroles. Oui, c'est une quête de la divinité à travers la musique, si vous voulez, ceux qui le recherchent. Je me suis fait cette réflexion parce que j'ai le souvenir aussi des concerts, voilà, typiquement indiens, typiquement du monde indien, où les artistes sont vêtus très joliment comme un mariage finalement. C'est vraiment des habits très traditionnels, très présents, très waouh en fait. Et je me suis demandé si c'était en lien avec voilà ce côté sacré, ce côté pourquoi est-ce on accorde aussi de l'importance aussi à ces tenues vestimentaires. En fait, c'est quand on se présente dans un concert, on est sur scène, on est devant un certain auditoire, les spectateurs, donc c'est le minimum d'être présentable. Donc je pense que la tenue fait partie de ça, d'être correctement habillé pour l'occasion. C'est tout. Après, ça dépend de l'artiste, comment il ou elle s'habille ou se part, ça dépend des goûts de chacun. Mais et oui, si vous trouvez que c'est brillant, c'est intéressant, ça fait partie des tissus de l'Inde du Sud. Je parle de la musique carnatique avec toute la soie qu'on produit et les magnifiques saris dont on est producteur. Il faudrait les utiliser pour les belles occasions. Un récital en est un. Donc, voilà. Donc, vous voyez les musiciens bien habillés. Mais je pense à la base, on est habillé pour l'occasion. Voilà. D'accord. À vous entendre, je me dis que la musique, le chant, c'est vraiment les arts en général, c'est vraiment la voie royale pour être en harmonie avec sa culture, finalement. Ça nous relie tellement à plein d'aspects de la culture, comme vous le disiez tout à l'heure. Et je me demandais quel destin finalement pour ces types d'art, ce type de musique dans la migration. Est-ce que vous connaissez des personnes qui font de la musique carnatique, par exemple, en dehors des frontières de l'Inde? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ça se métisse ou est-ce que ça reste quand même traditionnel? Il y a beaucoup d'Indiens qui ont quitté le pays pour s'installer sur d'autres territoires, comme vous le savez bien, la diaspora est bien étendue. Donc, la musique se transporte aussi, la musique émigre aussi. Il y a beaucoup de va-et-vient des musiciens et ceux qui apprennent. Donc, les Indiens qui vivent, par exemple, aux États-Unis, la deuxième génération, troisième génération, j'ai de la famille, des amis qui conservent ces traditions. Vous évoquiez la francophonie et le lien avec la langue française tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez me parler de votre lien à la langue française? Parce que vous vous exprimez très très bien en français. Vous m'aviez dit que vous avez même fait des études en France avant l'enregistrement de cette interview. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu votre rapport donc, du coup, à la langue française et à la France? Mon périple avec la langue française. Bon, depuis mon enfance, j'étais toujours attirée par les langues. Je suis faite comme ça. Donc, je parle plusieurs langues indiennes, comme la plupart des gens ici. On est soit bilingue, soit trilingue, voire plus. C'est un pays multilingue. Les gens sont plurilingues, donc on a ce bonheur d'avoir et de vivre, cohabiter avec plusieurs langues en même temps. Et lorsque j'étais à l'école, j'ai eu la chance d'apprendre le français comme matière. Et j'étais tellement attirée par cette langue. Et il y avait dans ma classe une jeune fille qui venait de rentrer de l'île Maurice, une Indienne. Et notre professeur lui demandait quelquefois de lire les leçons, des morceaux du manuel. Et j'étais fascinée par son accent, sa prononciation, le rythme de sa voix et sa manière de
de parler et tout ça, que j'étais très attirée. Et bon, j'ai poursuivi mon apprentissage. J'ai continué. J'ai eu une très bonne institutrice qui n'avait pas honte de déclarer ses limites et disait voilà ce que je sais, voilà ce que je vous propose. Mais voilà, il y a quelqu'un qui parle français, qui a vécu dans un pays où on parle français. Donc, je vais lui demander de lire, comme ça, vous pourrez acquérir une meilleure prononciation. Là, je trouvais vraiment les marques d'une très, très bonne enseignante qui n'avait pas peur de dire, voilà ce que je sais, mais vous avez les moyens d'apprendre davantage. Donc, c'est la première fois aussi que j'ai compris que le français était utilisé, parlé, existait en dehors de la France. Et j'étais assez jeune à l'époque, j'avais que 12 ans. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, j'ai continué à apprendre. J'ai fait ma licence et ensuite mon master. Et l'occasion s'est produite pour aller en France et faire mon master à l'époque à DEA. Donc, j'ai été à Besançon pour faire mon DEA. Et ensuite, j'ai enchaîné, j'ai poursuivi mon doctorat à l'Université de Lille. Ma directrice de recherche habite toujours à Paris, donc j'étais souvent à Paris, travailler avec elle. Voilà, c'est comme ça que je peux décrire ce trajectoire que j'ai eue avec ma poursuite académique avec le français. Voilà. Et j'enseignais j'enseigne depuis très longtemps, depuis plus de 32 ans. Voilà. Vous enseignez le français, du coup? Voilà. Donc, comme je vous ai dit au début de cet entretien, je dirige le département de français à l'université de Mumbai actuellement. Donc, je suis universitaire, je suis enseignante, je suis chercheur, je suis formatrice aussi. Mon domaine de spécialisation, c'est le français langue étrangère. D'accord. Donc, quelque part, c'est lié à mon identité aussi de quelqu'un qui a appris une langue avec laquelle je n'ai pas vraiment grandi. Donc, ce n'est pas dans ce sens-là une langue première, mais c'est une langue d'adoption, mais c'est qui fait partie vraiment de mon identité. C'est une identité, si on peut le dire, assez pluriforme, qui est multidimensionnelle, où il y a beaucoup d'éléments qui apportent leur part. Donc, le français joue un rôle assez majeur là-dedans. Alors, dans le cadre de la revue de l'Inde et du numéro qui va paraître, vous avez écrit plusieurs articles en français, effectivement. Le premier, c'est Andal et Akka Maradevi. Est-ce que vous pourriez nous le présenter? Pourquoi est-ce que vous avez écrit cet article? Oui, Andal et Akka Maradevi, une étude comparée, ça je l'ai contribué pour votre numéro le plus récent portant sur les femmes indiennes. La poésie d'Andal m'est très très proche. Vous savez qu'Andal est une figure qui a vécu au 8e, 9e siècle en Inde et elle faisait partie des 12 alvars ou les poètes saints philosophes de l'Inde du Sud. Très important, toujours d'actualité, leur poésie, le recueil de toute leur poésie qui s'appelle les 4000 vers. Donc parmi ces 12 alvars, ou poètes saints philosophes, Andal était la seule femme. Donc vous voyez la place privilégiée qu'elle occupait déjà à son époque et dans la religion indienne, dans l'hindouisme. Donc, Andal est une figure qui m'a toujours séduite. Elle était très, très jeune et elle était complètement amoureuse du dieu Vishnu, Krishna. Et elle composait
ses poèmes, sa poésie. Donc, elle a deux œuvres majeures, le Tirupavé et c'est son grand poème d'amour, le Natchiar Tirumuri. Voilà. Donc, récemment, j'avais même traduit Andal, le Tirupavé en français, qui était sorti en France chez les éditions Bagnon l'année dernière, en 2019. Donc, c'est une poésie avec laquelle j'ai grandi. La poésie des Alvars, chez moi, dans les rituels, dans mes lectures, dans la musique, où je chante souvent. J'ai même un album qui est complètement consacré à la musique des Alvars. Voilà. Et donc, j'étais toujours très attirée par Andal. Et Akka Mahadevi, elle est venue quelques siècles plus tard, au XIIe, dans la région du Karnataka. Toujours dans l'Inde du Sud, mais Andal est du Tamil Nadu et Akka Mahadevi est du Karnataka. Et il y avait tellement de ressemblances et des liens forts entre ces deux femmes très fortes. Andal, très jeune, mais qui faisait ce qu'elle voulait faire. Elle faisait sa poésie, elle était complètement immergée dans cet amour divin, dans cette quête de cet amour. Et finalement, elle se réunit, elle s'unit, elle se fusionne avec le Dieu et elle devient sainte. Donc, elle est vénérée même aujourd'hui. Et la qualité de ses poèmes sont extraordinaires en tamoul. Et aujourd'hui, elle est reconnue comme poète, elle est reconnue comme sainte. Et chaque hiver, pendant le mois sacré de Marguerite, on récite toujours dans les temples sa poésie, comme les poèmes de tous les autres Alvars. Donc ça reste d'actualité. Et Akka Mahadevi, elle était mariée à un roi. Et puis elle a tout abandonné parce que ce n'était pas sa vie. Et elle allait vers Shiva. Donc Andal, avec son dieu Vishnu, dans la philosophie vishnouite de l'hindouisme, et Akka Mahadevi avec son philosophie du shaivisme, c'est-à-dire le culte de Shiva. Donc ces deux femmes étaient très concentrées sur leur objectif, leur but. Et ici, Dieu, c'est le moyen, en même temps, le moyen et la finalité, si vous voulez, de leur vie. Donc, elle a tout abandonné, y compris ses vêtements. Elle était couverte de ses propres cheveux. Donc, le féminisme ressort de manière si importante chez deux femmes. Pas parce qu'elles marchaient dans la rue avec des slogans ou avec des banderoles. C'est pas ça. Mais c'était d'une manière très douce, à travers leur vie, à travers leur création artistique. Andal avec sa poésie, et Akka Mahadevi avec ses poèmes, les Vachanas. Elles ont fait toutes les deux un vrai parcours, un voyage d'intérieur. Donc c'est très intéressant et je voulais mettre ça en relief et présenter ça pour un lecteur francophone à travers cet article. En fait, c'est sur leur poésie et leur vie, bien évidemment. Je vous remercie beaucoup pour votre travail parce qu'effectivement, pour avoir fait quelques recherches dans le cadre de ma thèse sur la littérature, sur la poésie tamoule ou du monde indien, on se rend compte que beaucoup de ces écrits sont restés dans leur langue d'origine. Et grâce à vous, grâce à vos travails de traduction, ça permet aussi de passer les frontières, d'aller au-delà des frontières et de continuer, voilà ce que vous évoquiez tout à l'heure, ce travail de partage de cet héritage culturel. Comment est-ce que ça vous est venu, cette idée de traduire ces œuvres ? Je pense que c'est une évolution toute naturelle, Mélanie. Je m'intéresse à la littérature, je suis tellement noyée, immergée dans cette poésie, dans cette musique, dans cet héritage. Et la langue française et la langue tamoule, qui est ma langue à moi, que je parle, la musique tamoule, les compositions tamoule, et tout ça, ça fait partie de ma vie. Vous savez, ça fait partie intégrante de ma vie. Donc, pour moi, c'était une évolution naturelle. J'étais tellement fascinée par la poésie des Alvars. Je le suis toujours. Par Andal, par
personne, si vous souhaitez, mythologique, qui n'appartient pas à notre ère. On ne sait pas où elle est. Elle est invisible, mais elle est visible à travers sa poésie, à travers sa philosophie de vie, à travers les très belles idées qu'elle avait dépeintes, les métaphores, les allégories dans cette poésie sont tellement riches que je voulais franchement traduire et présenter ça, comme vous le dites, pour un public, pour un lecteur francophone. Donc, j'ai fait appel à mon amour pour la langue française, mon amour pour cette poésie, et je voulais marier et concilier les deux. En plus, je constate aussi qu'il y a beaucoup de traductions aujourd'hui qui se font sur la littérature contemporaine. Et là, c'est la littérature vraiment ancienne qui s'est transmise au cours des siècles, notamment par la voie orale. Donc, qui a sauvegardé sa valeur originelle. Et je voulais absolument travailler sur cela. C'était pas facile, mais c'était vraiment un travail de passion, un travail de cœur, un travail intime entre moi et l'œuvre. Et je suis contente de l'avoir traduite comme ça. Un lecteur francophone pourra redécouvrir à sa manière ses œuvres. Oui, c'est ça. Et la traduction du Tirupavé, en fait, à la base, il s'agit d'un poème, 30 poèmes, très simple, par Andal, où elle évoque la nature, les champs, les laitières, les vaches, les vachères qui vont de maison en maison, de porte en porte, à réveiller les amis, les jeunes filles, pour participer au rituel qui s'appelle le Nombu, qui existe même aujourd'hui, fait par les femmes mariées et les jeunes filles. Donc, finalement, si vous voulez, c'est un trajet physique de porte en porte pour réveiller tout le monde et puis pour aller prendre le bain nécessaire pour la participation à ces rites. Mais c'est très symbolique. Donc, elle va, Andal et ses amis réveillent toutes les jeunes filles du village, puis vont finalement au palais du père de Krishna, et puis réveille sa maman, et puis finalement la conjointe de Krishna, et finalement arrive chez Krishna lui-même. Donc vous voyez, c'est une sorte d'ascension. C'est des étapes pour aller vers le plus haut sommet. Donc vous pouvez tout interpréter sur un plan linguistique, tout ce trajet, et le bain aussi. Le bain, c'est le bain, oui, dans un étang, dans la rivière, dans un lac, où vous épurez, pour vous présenter à la cérémonie. Mais symboliquement, ça accomplit beaucoup de tâches. Comme Gaston Bachelard, le grand philosophe français, il a beaucoup parlé sur l'eau. Donc, il évoque la qualité, vous savez, réconfortante de l'eau. L'eau qui nourrit, la suprématie de cette eau douce. Donc pour moi, c'est ça. Le bain, ça représente la purification, ça représente une transformation et vous aide à atteindre votre objectif. Donc j'adore cette poésie et le bonheur était le mien pour le traduire en français. Et on en propose d'ailleurs quelques extraits dans le numéro de la Revue de l'Inde du Tirupavé. Donc on invitera aussi nos lecteurs à découvrir ces extraits. Merci beaucoup, Mélanie. Alors pour finir, je voudrais vous demander où est-ce qu'on pourrait vous trouver sur Internet. Je suis sur les réseaux sociaux et notamment les gens qui s'intéressent à ma musique peuvent me suivre sur YouTube où je mets des extraits de mon chant. Voilà. Très bien. Essentiellement YouTube parce que mon site internet est en train d'être reconstruit. Donc, essentiellement sur YouTube et puis sur Facebook, Twitter. D'accord.
Écoutez, je mettrai les liens pour que les personnes qui nous écoutent viennent visiter votre page YouTube et puissent continuer à vous écouter, à vous regarder et puis partager encore plein de bons moments avec vous. En tout cas, ça a été vraiment un grand plaisir de vous rencontrer, de vous avoir rencontré aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre partage. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de continuer à travailler avec vous, si l'occasion nous le permet par la suite, et puis continuer à regarder, à vous écouter, à vous admirer pour vos événements futurs. Merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité à cet entretien très convivial. Et je vous félicite aussi d'avoir coordonné ce très beau numéro de la Nouvelle Revue de Londres. Et merci encore une fois d'avoir pensé à moi pour cet entretien. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.